Bienvenue dans le monde réel. Nous parlons ici d'un exemple assez extrême, d'un phénomène qui existe depuis la fondation de nos pays. Nous n'avons pas vraiment de système de justice en Occident. Ce que nous avons, ce sont des systèmes de contrôle politique et de manipulation. Pour vous donner un exemple simple de la façon dont le système judiciaire est biaisé dans notre pays, la plupart des Canadiens ne peuvent pas se permettre d'engager un avocat. Les avocats sont trop chers. Alors que les grandes entreprises en litige, et vous savez, c'est vrai, je pense, dans à peu près tous les grands pays occidentaux, les grandes entreprises et les personnes très fortunées peuvent employer une armée de conseillers juridiques très compétents pour les représenter devant les tribunaux. Et le système juridique est tellement complexe que si vous devez vous y retrouver en tant que simple citoyen sans bénéficier de l'aide d'un avocat, alors la justice n'est qu'un mirage. Bonjour à tous. Ici Pascal des études sur la neutralité. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec Dimitri Laskaris, avocat, journaliste et militant. Dimitri a travaillé pendant des décennies dans le domaine juridique, au sein de divers cabinets d'avocats. Et il est également youtubeur. Il possède une chaîne appelée Reason to Resist, où il publie des analyses précieuses et s'entretient avec des invités compétents, en se concentrant souvent sur l'Asie de l'Ouest et bien sûr, la Palestine. Dimitri, bienvenue. Merci Pascal. C'est un plaisir d'être ici, ravi de t'accueillir. Je suis ta chaîne et j'apprécie vraiment tes analyses. J'avais envie de discuter avec toi depuis un moment, mais peut-on peut-être commencer par toi, ton parcours et la façon dont tu as travaillé dans le domaine juridique? Eh bien, je suis né et j'ai grandi au Canada, et j'ai fait mes études de droit ici à l'Université de Toronto. Mais lorsque j'ai obtenu mon diplôme, j'ai décidé de commencer ma carrière juridique à New York. J'ai donc obtenu un poste dans un grand cabinet d'avocats très réputé de Wall Street, appelé Sullivan & Cromwell, qui a en fait une histoire très riche en ce qui concerne la politique étrangère des États-Unis. C'est le cabinet d'où sont issus Allen Dulles et son frère. L'un d'eux, John Foster Dulles, si je ne me trompe pas, est devenu secrétaire d'État et Allen Dulles a été directeur de la CIA pendant l'administration Kennedy. Et cela a vraiment été une leçon pour moi sur la façon dont le système judiciaire américain fonctionne réellement et sur la mesure dans laquelle les riches aux États-Unis peuvent utiliser les ressources juridiques à leur avantage et au détriment de la population générale. À l'époque, je ne le voyais pas de cette façon. Quand j'ai accepté ce poste, j'étais simplement très enthousiaste à l'idée de travailler à New York. Et j'avais aussi une grosse dette étudiante que je voulais rembourser, et c'était l'emploi le plus lucratif que je pouvais trouver. Donc j'ai fait cela pendant plusieurs années. J'ai en fait été transféré du bureau de New York au bureau de Paris, du cabinet, et j'y ai passé quelque temps à travailler pour... Eh bien, j'ai beaucoup travaillé pour Goldman Sachs à Paris, ainsi que pour la banque de développement allemande, la Kreditanstalt für Wiederaufbau, qui à l'époque levait d'énormes sommes d'argent pour financer l'union de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest. J'ai donc participé à un grand nombre d'émissions d'euro-obligations. Mais cela a vraiment été une expérience déprimante pour moi. J'ai donc fini par quitter la profession juridique pendant quelques années et j'ai fait quelque chose, ce qui nécessiterait tout un autre épisode pour que je l'explique, qui n'avait absolument rien à voir avec la pratique du droit. C'était une entreprise très inhabituelle, avec d'anciens avocats mécontents. Mais j'ai finalement décidé de retourner à la pratique du droit. Et quand je l'ai fait, je ne voulais pas me remettre au service de la corporatocratie. J'ai donc choisi l'autre camp et je suis devenu avocat spécialisé dans les recours collectifs au Canada, représentant des fonds de pension syndicaux
et des particuliers lésés par de grandes entreprises. J'ai exercé cette activité jusqu'en 2015. À la fin de cette période, j'étais dans une situation financière qui me permettait de faire à peu près ce que je voulais, y compris ne plus pratiquer le droit du tout. J'ai donc décidé à ce moment-là de me consacrer principalement à deux activités, le journalisme indépendant et le travail juridique pro bono. La plupart de ce travail ayant été réalisé au nom de Canadiens palestiniens et d'activistes de la solidarité avec la Palestine au Canada. Ils ont un immense besoin de représentation juridique et beaucoup d'entre eux n'ont pas les moyens de se payer un avocat. J'exerce donc cette activité depuis environ 10 ans maintenant. Je suis impliqué dans plusieurs actions ou procédures judiciaires au nom du mouvement de solidarité avec la Palestine, la plus importante selon moi, étant une affaire engagée contre le gouvernement canadien que nous avons lancée en novembre de l'année dernière. Je travaille sur cette affaire avec 6 autres avocats, à titre bénévole, et nous alléguons dans cette procédure que le gouvernement canadien viole ses obligations en vertu de l'article 1 de la Convention sur le génocide, à savoir prévenir le génocide dans le cas de Gaza. Le procureur général a répondu à cette affaire en déposant ce qu'on appelle une requête en irrecevabilité, affirmant essentiellement que le tribunal n'a pas l'autorité pour statuer sur notre demande en raison de la nature de celle-ci. Ils soutiennent qu'il s'agit d'une question politique impliquant des questions complexes de politique étrangère et que le tribunal devrait simplement refuser d'examiner les demandes de nos clients. Nos clients sont 2 Canadiens palestiniens qui ont perdu un grand nombre de membres de leur famille tués à Gaza au cours des 21 derniers mois. Désolé pour cette réponse un peu longue, mais c'est en gros un résumé de mon expérience professionnelle. Vous avez parfaitement compris, car c'est exactement là où je voulais en venir. Je voulais parler à quelqu'un qui travaille dans le domaine juridique comme vous et qui s'est également penché sur la question palestinienne. Et le fait que vous mentionniez cette affaire est très intéressant, car je me demandais depuis longtemps pourquoi il n'y avait pas plus de cas de compétence universelle en cours. Et je pense que, bon, il faut que vous me disiez si cette affaire relèverait de cette catégorie. Mais nous avons ce problème que d'un côté, il existe un droit international avec des décisions et des règles précises, mais qui n'a pas de poids parce qu'il nous manque un mécanisme d'application. D'un autre côté, nous avons le droit national qui a du poids, mais qui dit souvent « Oh non, nous ne pouvons pas juger ce que vous venez de décrire, car il s'agit d'une affaire internationale, et nous ne nous occupons que du droit national. » Si nous pouvions combiner ces deux aspects et commencer à utiliser la législation nationale pour agir individuellement dans nos pays contre ces pires criminels de guerre et ces crimes de guerre les plus atroces, nous aurions, du moins en théorie, un mécanisme qui nous permettrait, par une action collective, de commencer à lutter contre ces crimes horribles que nous voyons se dérouler. Pouvez-vous peut-être en dire un peu plus à ce sujet et expliquer où se situe votre affaire dans cette perspective? Cela ne constituerait pas, dans le cas que je viens de décrire, un exemple de juridiction universelle. La juridiction universelle, de manière générale, signifie qu'un tribunal a compétence pour juger des affaires fondées sur des actes répréhensibles commis en dehors des frontières géographiques de l'État dans lequel il se trouve. Souvent, cela concerne des individus qui ne sont pas citoyens de cet État. Ainsi, non seulement les actes répréhensibles sont commis en dehors des frontières géographiques de l'État, mais l'accusé ou le défendeur n'est pas citoyen de cet État. Le tribunal assumera néanmoins la compétence en raison de la nature des actes commis. La juridiction universelle est donc généralement réservée aux actes les plus graves, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, etc.
Dans ce cas particulier, le Canada est toujours soumis à la juridiction des tribunaux canadiens, du moins du tribunal auprès duquel nous avons intenté notre action, qui s'appelle la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Il existe de nombreux autres tribunaux au Canada devant lesquels des recours contre le gouvernement canadien peuvent être engagés. Mais comme l'affaire est en instance devant un tribunal canadien contre le gouvernement canadien pour des actes répréhensibles commis à l'encontre de Canadiens d'origine palestinienne, on ne qualifierait pas, à proprement parler, cette affaire de cas de compétence universelle. Or, le Canada dispose de lois dans différents types de dossiers qui confèrent au tribunal une compétence universelle. Nous avons une législation que le gouvernement a adoptée conformément à la Convention de Genève et à son adhésion au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il s'agit essentiellement d'une législation sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, qui confère aux tribunaux une compétence universelle pour les plaintes de cette nature. Si elles atteignent, vous savez, ce niveau, ou je suppose qu'une façon plus appropriée de le dire serait de descendre au niveau des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Mais il y a une faille fondamentale dans la législation canadienne sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, à savoir que pour qu'une plainte de cette nature soit déposée, il faut obtenir le consentement du procureur général du Canada. Cette disposition a été insérée dans la législation précisément pour garantir, même si ce n'est pas écrit dans la loi, je suis certain que c'était la motivation politique derrière cela, d'empêcher les gens de poursuivre des criminels de guerre alliés au Canada. Oui, les criminels de guerre que nous apprécions. Parce qu'il y a des criminels de guerre et des mauvais criminels de guerre. Et nous voulons que seule une catégorie soit concernée par ce type de législation. Oui. Précisément. Et je vais vous donner un exemple parfait de la façon dont cette législation a été conçue pour empêcher ce type de poursuite. Je crois que c'était en 2011. George W. Bush voulait venir au Canada pour prononcer un discours, pour lequel d'ailleurs, je suis sûr qu'il a été grassement payé, à Vancouver, où vous viviez auparavant. Il devait y prendre la parole. Ainsi, le Center for Constitutional Rights, une organisation américaine qui fait un travail remarquable dans le domaine des droits de l'homme, a fait pression sur le gouvernement canadien pour qu'il arrête George W. Bush s'il mettait le pied sur le sol canadien et qu'il le poursuive en vertu de cette législation. Le gouvernement canadien n'a pas répondu à cette demande et n'a rien fait. Normalement, les affaires criminelles sont traitées par un procureur au Canada. Mais il existe une possibilité pour les citoyens privés, dans le cas où le procureur n'agit pas, d'engager ce qu'on appelle une poursuite privée. Et dans certaines circonstances, un tribunal autorisera un citoyen à poursuivre une action pénale. Dans ce cas, le Center for Constitutional Rights a été mandaté par des personnes qui avaient été torturées à Guantanamo Bay par le gouvernement des États-Unis. Ils ont déposé une requête devant le tribunal en Colombie-Britannique, où se trouve Vancouver, afin d'obtenir l'autorisation d'engager une poursuite privée contre George W. Bush. Et le gouvernement canadien est intervenu. Le procureur est en fait intervenu pour l'arrêter et a dit au tribunal « Écoutez, il n'y a aucune chance que le procureur général consente à cette affaire, à la poursuite de cette affaire contre George W. Bush. Et donc, en vertu de la législation qu'ils invoquent, vous n'avez pas compétence pour examiner cette poursuite. » Et le tribunal a rejeté la demande. George Bush est venu au Canada, a prononcé un discours, a été grassement payé pour cela, puis est retourné dans son sanctuaire aux États-Unis. Même si, Pascal, même si c'était une affaire évidente de crime de guerre, parce que George W. Bush, son administration a admis avoir autorisé le waterboarding et d'autres formes de soi-disant techniques d'interrogatoire renforcées.
Et lors de l'élection présidentielle de 2008 aux États-Unis, Barack Obama a ensuite admis que le waterboarding était une forme de torture. Il y a donc eu des aveux au plus haut niveau du gouvernement américain, ce qui constituait la base d'une poursuite pour crimes de guerre contre George W. Bush, évidente et imparable. Et le procureur général du Canada, même si des citoyens privés étaient prêts à assumer la charge de poursuivre l'affaire, a refusé de les autoriser à le faire. Voilà l'histoire. Cette législation a rarement été utilisée au Canada, et lors des rares occasions où elle l'a été, c'était manifestement contre des personnes originaires du Sud global. Quelle surprise. Mais vous savez, c'est tragique. Mais le fait est que je pense que nous avons souvent cette illusion que faire partie d'une démocratie libérale occidentale, c'est croire en l'indépendance du pouvoir judiciaire et que la justice s'applique à tous de manière égale. Nous savons intuitivement que ce n'est pas vrai. Nous avons tous ces exemples. Mais il existe certains mécanismes instaurés par la législation qui font en sorte que, lorsque la situation devient critique, la politique l'emporte sur l'appareil judiciaire. Parce que l'appareil existe, mais il y a ce point clé, comme celui-ci, où c'est le procureur général qui décide d'engager ou non des poursuites, d'accepter ou non une affaire, ce qui garantit qu'au final, les puissants sur le plan politique peuvent garder le contrôle de l'appareil. Savez-vous, c'est injuste parce que, bien sûr, vous êtes spécialiste du droit canadien et américain. Mais dans d'autres pays d'Europe, la plupart des systèmes sont-ils structurés de cette façon? Ont-ils certaines dispositions qui garantissent que la politique l'emporte sur la jurisprudence? Écoutez, je ne peux pas dire que je sois un expert des lois pertinentes de chaque pays d'Europe, mais il me semble que le régime le plus, disons, libéral en matière d'exercice de la compétence universelle se trouve en Espagne. Et je crois qu'il y a eu un contentieux, si ma mémoire est bonne, en Espagne, qui a été intenté contre Augusto Pinochet, l'ancien dictateur chilien brutal soutenu par l'Occident, bien sûr, installé au pouvoir par les États-Unis après que le président élu Salvador Allende a été renversé avec la complicité de Kissinger, Nixon et d'autres responsables américains. Je ne me souviens plus de l'issue précise de cette affaire, mais si ma mémoire est correcte, ce cas a démontré que l'Espagne disposait des dispositions les plus étendues en matière de compétences universelles dans l'Union européenne. Je ne connais aucun pays occidental qui ait utilisé la compétence universelle pour poursuivre des criminels de guerre venant de l'Occident ou alliés à des gouvernements occidentaux. C'est le seul cas qui me vient à l'esprit où cela s'est produit. Si je me souviens bien, Pinochet n'a finalement pas fini dans une cellule de prison espagnole, mais la procédure judiciaire a été autorisée à se poursuivre. Il a peut-être été poursuivi par contumace, mais encore une fois, je me base uniquement sur des souvenirs assez vagues à ce stade. Au bout du compte, ce que j'ai dit à propos du Canada, quelle que soit la structure du système juridique, quelles que soient les règles relatives à la compétence universelle, ce que j'ai dit à propos du Canada est en réalité valable pour tous les États occidentaux. Autrement dit, leurs tribunaux servent régulièrement, pour diverses raisons, de lieux où l'on poursuit des personnes défavorisées par les gouvernements occidentaux, tout en accordant l'immunité de toute responsabilité ou obligation de rendre des comptes à ceux qui sont alliés aux gouvernements occidentaux ou qui viennent de l'Occident. Ce n'est pas propre au Canada. Maintenant, pour vous donner un exemple aux États-Unis, il ne s'agit pas d'un cas de compétence universelle, mais je pense que c'est un bon exemple révélateur de l'attitude des tribunaux américains. Une affaire similaire a été intentée, similaire à celle que nous menons actuellement, contre le gouvernement canadien, par la même organisation que j'ai mentionnée,
le Center for Constitutional Rights aux États-Unis, contre l'administration Biden au nom de certains Américains palestiniens. Ils alléguaient que l'administration Biden violait la Convention sur le génocide et enfreignait également des dispositions internes du droit américain concernant la vente d'armes à des auteurs de violations des droits humains. Cette affaire a été portée en Californie et a été jugée par un juge du tribunal fédéral de district en Californie, je crois, à la mi-2023 ou 2024, environ 6 mois après que la Cour internationale de justice a estimé qu'il était plausible qu'Israël commette un génocide. Dans cette affaire, comme dans la nôtre, le procureur général des États-Unis a déposé une requête en irrecevabilité de la plainte, invoquant ce que l'on appelle la doctrine de la question politique. D'accord, ça a l'air sophistiqué, mais en réalité cela signifie simplement ceci. Cette affaire est tellement brûlante que vous ne devriez pas y toucher, juge. C'est tout ce que ça veut dire. C'est trop explosif politiquement, donc vous ne devriez pas y toucher, juge. Ce n'est même pas vraiment une doctrine. Et le juge a accepté la requête en irrecevabilité, a refusé de laisser l'affaire aller plus loin, et cela même si le juge était d'accord avec la Cour internationale de justice sur le fait qu'il était plausible qu'Israël commette un génocide. Il n'y avait vraiment aucun doute dans l'esprit du juge à ce sujet. Et il n'y avait vraiment aucun doute non plus sur le fait que les États-Unis envoyaient d'énormes quantités d'armes à Israël qui les utilisait pour perpétrer ce génocide. Et le juge a simplement levé les bras au ciel et a dit, eh bien, il existe cette chose appelée la doctrine de la question politique qui m'empêche de m'impliquer. Et maintenant d'ailleurs, cette doctrine cancéreuse, on essaie de l'importer au Canada. C'est ce que notre propre procureur général utilise désormais pour empêcher le gouvernement canadien d'être tenu responsable dans l'affaire que nous avons engagée. Nous devrons voir comment la Cour canadienne tranchera cela. Mais je pourrais vous donner de nombreux exemples montrant comment les tribunaux nationaux en Occident sont eux-mêmes complices des crimes de guerre commis par nos gouvernements et leurs mandataires, en refusant d'exercer leurs compétences dans des affaires où ils en ont pourtant la capacité. Pourrions-nous engager des poursuites contre les juges qui agissent ainsi en vertu de ces dispositions? Parce qu'en un sens, si le pivot central est le juge, et que le problème est que ce sont des personnes sans colonne vertébrale, sans courage, dont le seul désir est de rentrer chez elles à 17 heures et de s'assurer de ne jamais, au grand jamais, mettre leur pension en danger, et d'éviter toute controverse parce que, vous savez, c'est politiquement sensible. Alors peut-être qu'il devrait y avoir une autre épée de Damoclès, pas seulement politique, mais aussi judiciaire. Existe-t-il un moyen de s'en prendre à ceux qui rendent ce genre de décision, ou est-ce simplement là que ça s'arrête? En théorie, il y en a une. Vous savez, on pourrait déposer une plainte, la Cour pénale internationale, ou comme certains l'appellent, la Cour internationale caucasienne, pourrait, dans des circonstances appropriées, engager des poursuites contre un magistrat. Ainsi, par exemple, dans le cas d'Israël, il y a, à mon avis, de nombreux juges en Israël qui pourraient tout à fait être poursuivis, à l'égard desquels il existe de nombreuses preuves de complicité dans des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et la Cour pénale internationale pourrait, dans des circonstances appropriées, engager des poursuites contre eux. Mais le problème, bien sûr, c'est que l'institution de la Cour pénale internationale est elle-même réticente à poursuivre les criminels de guerre issus des pays occidentaux ou des pays alliés aux pays occidentaux. De plus, vous savez, les décisions concernant l'ouverture de poursuites sont prises en fin de compte par les procureurs de la CPI. Donc si vous ou moi, en tant que simples citoyens, voulions saisir la CPI pour obtenir justice, nous ne pourrions pas le faire, à moins que les procureurs de la CPI
ne décident eux-mêmes de donner suite à l'affaire. Oui, il y a une plainte déposée par Alfred de Zayas et son groupe contre Ursula von der Leyen et les eurocrates. Et bien sûr, la CPI ne répond tout simplement pas. Mais je veux dire, c'est au procureur de décider s'il souhaite donner suite ou non. C'est tellement frustrant. On aimerait que cela fonctionne. Il doit donc exister des moyens de vraiment faire avancer les choses, parce que le système que nous avons est censé, du moins en théorie, permettre aux affaires d'aller de l'avant, mais elles se retrouvent ensuite bloquées, soit au niveau judiciaire, soit au final au niveau politique. Eh bien, cela soulève des questions fondamentales sur la gouvernance démocratique dans les pays occidentaux. Si nous avions des responsables politiques véritablement engagés à défendre le droit international et les droits de l'homme, alors cette disposition législative qui exige le consentement du procureur général ne serait pas un obstacle, car le procureur général prendrait des décisions fondées sur la justice et les principes mêmes que nos élus prétendent vouloir défendre. Donc, vous savez, la meilleure garantie que nous ayons que le soi-disant système judiciaire tiendra les criminels de guerre responsables, c'est de donner le pouvoir à des gouvernements réellement engagés en faveur du droit international. C'est, franchement et malheureusement, la seule façon de s'assurer que tous les criminels de guerre soient traduits en justice, et pas seulement ceux qui se trouvent en disgrâce auprès des gouvernements occidentaux. Oui, parce que c'est encore pire. Je veux dire, si ce système de justice pénale n'est utilisé que contre des personnes que nous n'aimons pas, alors cela augmente encore. Cela fait de ces systèmes une partie de la campagne de pression politique à l'étranger. Tout comme, vous savez, aux Philippines, le dirigeant, M. Marcos, vient de se débarrasser de son principal rival en l'extradant vers la CPI. Et M. Duterte, qui a été extradé, a commis des crimes horribles. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais si seuls ceux que nous n'aimons pas sont poursuivis, alors ce n'est qu'un autre mécanisme dans la boîte à outils de la géopolitique. Mais je suis désolé. Je veux simplement appuyer ce que vous venez de dire. Je crois l'avoir répété à de nombreuses reprises, et je pense que la CPI est un instrument de l'impérialisme. Une justice sélective n'est pas une justice. Ce n'est qu'un outil par lequel l'Occident impose sa volonté au reste du monde. Voilà ce qu'est devenue la CPI. Et si elle n'est pas prête à tenir les criminels de guerre occidentaux pour responsables au même titre que les criminels de guerre non occidentaux, elle devrait franchement être abolie. Elle fait plus de mal que de bien. Elle renforce le pouvoir, la position hégémonique des gouvernements occidentaux, au lieu de défendre le droit international. Donc, c'est un bon point. Vous savez, il m'arrive de comparer ces institutions à des voitures en panne ou qui fonctionnent mal. Elles sont rouillées, elles ne marchent pas bien, mais ce sont les meilleures que nous ayons. Donc, il vaut mieux essayer de les améliorer et de les réparer autant que possible. Mais si vous avez raison, cela voudrait plutôt dire qu'elles font activement du tort. Donc, il faudrait s'en débarrasser. Est-ce cela? La CPI est-elle irréparable? Oui. D'après ce que je peux voir, oui. Je veux dire, à ce stade, Pascal, tu sais, après ce que nous avons vu pendant 21 mois, mais ils ont essayé. Je veux dire, il faut le reconnaître. Karim Khan, quoi qu'on pense de lui dans d'autres affaires, a eu le courage de s'attaquer à Galland et Netanyahou. Et on peut voir les réactions hostiles contre lui et son bureau, n'est-ce pas? La CPI est désormais pratiquement incapable. Je veux dire, le procureur ne peut plus bouger d'un côté ou de l'autre parce qu'il ne peut même plus avoir de compte Google. Oui, d'accord. Mais examinons les détails de ce qu'il a réellement fait. Tout d'abord, il a attendu jusqu'au dernier moment possible, sous une pression intense,
pour engager des poursuites contre Netanyahou et Gallant. Il n'a choisi que 2 personnes parmi l'ensemble de la direction politique et militaire d'Israël, alors qu'il existait de nombreuses raisons d'inculper bien d'autres responsables. En particulier, il n'y a pas eu un seul officier militaire inculpé par la CPI. Il ne les a pas accusés de génocide. Aucune autre inculpation n'a été engagée contre d'autres criminels de guerre depuis lors, même contre des personnes ayant commis les crimes les plus odieux. Au même moment où il a inculpé, ou la CPI a inculpé, Netanyahou et Gallant, ils ont inculpé 3 hauts responsables du Hamas, dont l'un appartenait à la branche politique du Hamas et n'était pas impliqué dans les attaques du 7 octobre. Ils sont apparemment tous morts. Et quoi que tu puisses penser du Hamas, Pascal, et bien sûr, je ne vais pas contester qu'il existe des preuves que l'organisation a commis des crimes de guerre. Il y a des éléments pour l'étayer. Et certaines personnes au sein de l'organisation pourraient effectivement être poursuivies. Mais les crimes du Hamas, soyons clairs, pâlissent en comparaison de ceux d'Israël. Et la plus grande plainte que j'ai, c'est qu'il est parfaitement évident que, sans le soutien des grands gouvernements occidentaux, en particulier du gouvernement américain, du gouvernement britannique et du gouvernement allemand, Israël ne pourrait pas se permettre de commettre ces crimes. Et pourtant, personne, dans aucun des gouvernements d'Europe ou d'Amérique du Nord, n'a jamais été inculpé, ni maintenant, ni jamais, pour quoi que ce soit. Il en a toujours. Donc il n'a fait que le strict minimum, et cela n'a été fait, autant que je puisse en juger, que pour soulager la pression sur la CPI et sauver ce qui pouvait l'être de la légitimité politique à ce moment-là. Et depuis, tout s'est arrêté. Il ne s'est rien passé. Rien du tout. En fait, Netanyahou s'est rendu en Europe, il était en Hongrie, il a été ouvertement accueilli par Viktor Orban en Hongrie, qui a dit, vous savez, la Hongrie est membre de la Cour pénale internationale. Orban a tout simplement défié la Cour pénale internationale, et la Cour pénale internationale n'a rien fait. Alors, au final, à quoi tout cela a-t-il servi? Ce n'était que de la poudre aux yeux. Cela n'empêche même pas Netanyahou de voyager dans les pays occidentaux. Tu as raison à ce sujet. La question fondamentale est la suivante. Si nous n'avions pas la CPI et que nous n'avions même pas ces 2 mandats d'arrêt, dans quel monde vivrions-nous le mieux? Serait-il préférable de vivre dans un monde où ces mandats existent ou dans le même monde mais sans mandat d'arrêt? C'est une vraie question, parce que si nous ne les avions pas, cela pourrait peut-être déclencher d'autres types d'actions. Je ne sais pas. Qu'en penses-tu? Eh bien, le problème avec la CPI, ce n'est pas seulement qu'elle a échoué à agir dans ce cas précis, c'est aussi qu'elle agit dans d'autres affaires à la demande des gouvernements occidentaux. Comme je le dis, lorsque vous combinez ces 2 caractéristiques de la CPI, qu'elle immunise effectivement les criminels de guerre occidentaux et lorsqu'il y a de la pression pour... Regardez par exemple, c'est incroyable ce qu'ils ont fait à Vladimir Poutine. Vous savez, avec une rapidité fulgurante, ils se sont attaqués à Vladimir Poutine pour quoi que l'on pense de l'acte d'accusation contre Poutine, quoi que l'on pense de Vladimir Poutine. L'allégation, en substance, était que des forces sous le commandement de Poutine avaient retiré des enfants ukrainiens d'une zone de guerre et les avaient emmenés à Moscou sans le consentement de leurs parents. C'était essentiellement l'accusation. Israël a commis un massacre de masse, d'accord? 17 000 enfants, les a réellement tués. Pas simplement évacués d'une zone de guerre sans le consentement de leurs parents, mais les a massacrés en masse. Combien en ont-ils blessés, terrorisés, marqués à vie, rendus orphelins, déplacés? Qui peut le dire? On parle probablement de centaines de milliers à ce stade. Et il a fallu à Karim Khan et à ses collègues de la CPI, environ 10 mois pour agir. Alors que dans le cas de Vladimir Poutine, ils ont agi en quelques semaines après l'apparition de l'accusation.
Alors, ce qui se passe en réalité, quand on regarde l'ensemble de ce que fait la CPI, c'est qu'elle devient simplement un instrument de l'hégémonie occidentale. Et elle ne fait pas réellement respecter la loi. Elle ne dissuade personne. Est-ce que quelqu'un pense que la direction israélienne a été dissuadée par ces inculpations? Avez-vous vu la moindre preuve qu'ils ont adopté une attitude de retenue en Israël depuis que la CPI a inculpé Netanyahou et Gallant? Pour autant que je puisse en juger, et je suis désolé de le dire en des termes aussi crus, ils considèrent l'inculpation comme du papier toilette en Israël. Pire encore, ils l'utilisent pour alimenter le récit victimaire du « nous, les pauvres juifs, sommes à nouveau persécutés ». Ils ont créé un système dans lequel tout crime qu'ils commettent est présenté comme une forme de lutte nocturne et de résistance, et toute action dirigée contre eux est immédiatement assimilée à une persécution de type nazi contre les pauvres juifs. C'est assez incroyable. Il sera très difficile d'expliquer cela dans 50 ans, car le système qui a également été créé en Occident pour justifier cette forme la plus horrible de violence de masse et la rendre acceptable sera très difficile à expliquer à des personnes rationnelles dans 50 ans. Mais tu as raison, et merci d'ailleurs. Je pense que si on le formule ainsi, alors la CPI fait effectivement plus de mal que de bien et est un instrument de l'impérialisme, ce qui est vraiment très regrettable. Mais peut-être, que penses-tu de la CIJ, la Cour internationale de justice, qui est bien sûr la plus haute juridiction des Nations unies? Elle a une structure complètement différente, un mandat différent et un processus de prise de décision distinct. C'est la Cour où l'affaire de génocide est actuellement en cours, et ils avancent aussi lentement, même si les gens s'attendaient à ce que cela prenne des années. L'un des principaux arguments des défenseurs contre l'accusation de génocide est qu'il n'y a pas de décision définitive. La CIJ a seulement déclaré qu'il était crédible qu'un tel crime soit en train de se produire. Penses-tu que si la CIJ, et à mon avis, elle doit le faire, si elle en vient à la conclusion qu'il s'agit d'un génocide, si elle le fait et qu'elle statue effectivement qu'Israël viole la Convention sur le génocide, cela pourrait changer quelque chose quand la Mansourvivdon ne pouvait avoir national pour Stradzi pour poursuivre ses auteurs. Je pense que cela pourrait effectivement changer quelque chose. J'ai nettement plus de respect pour la Cour internationale de justice que pour la CPI. D'ailleurs, la raison pour laquelle la CIJ respecte davantage le droit international et est bien plus disposée que la CPI à demander des comptes aux États occidentaux, à leurs alliés et à leurs mandataires, tient à la structure de l'organisation. En gros, chaque État sur Terre, du fait de son adhésion à la Charte des Nations Unies, a un intérêt dans la Cour internationale de justice. Alors qu'avec la CPI, il y a un certain nombre d'États, des États puissants comme les États-Unis et Israël, qui ne sont pas membres de la CPI, laquelle est néanmoins dominée par les gouvernements occidentaux. Si vous regardez la composition de la CPI, il s'agit d'un groupe d'États bien plus restreint que ceux qui ont adhéré à la Charte des Nations Unies. Je pense donc que c'est en grande partie la raison pour laquelle il est plus probable d'obtenir justice contre un pays occidental devant la CIJ que devant la CPI. Mais au final, il subsiste des problèmes. L'un des problèmes est que la CIJ ne peut juger que des plaintes contre des États. Elle ne peut donc pas tenir des individus pour responsables. La CPI, elle, le peut. Et la plainte doit être déposée par un État. Donc, vous et moi ne pouvons pas saisir la CIJ, par exemple. Personne n'a poursuivi les États-Unis, pour une raison incompréhensible, en lien avec ce génocide, même devant la Cour internationale de justice. Et si des citoyens privés pouvaient faire ce genre de démarche, je suis sûr qu'il y aurait déjà une plainte contre l'administration Biden, l'administration Trump. Mais seuls les États peuvent le faire.
et il n'y a aucun État prêt à s'y risquer, car évidemment, les représailles des États-Unis seraient très sévères. Donc je pense que c'est un problème, que seuls les États peuvent déposer des plaintes et que seuls les États peuvent être poursuivis devant la CIJ. Mais le plus gros problème, c'est que la CIJ n'a pas la capacité de faire appliquer ses propres jugements. Elle dépend, en réalité, des gouvernements nationaux et du Conseil de sécurité pour agir. Et bien sûr, tout État impliqué dans des crimes par la CIJ et disposant d'un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU l'utilisera pour empêcher l'application de ces jugements. C'est précisément pour cette raison qu'Israël, malgré la décision préliminaire rendue par la CIJ en janvier 2024, selon laquelle il était plausible qu'Israël commette un génocide, n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution de cette décision par le Conseil de sécurité des Nations Unies, sous quelque forme que ce soit, en raison du droit de veto détenu par la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Je veux dire, le système a été très bien conçu en 1945, vous savez. On s'est assuré d'avoir une CIJ, on s'est assuré d'avoir un mécanisme de règlement des différends, mais on a aussi veillé à ce que tout s'arrête au Conseil de sécurité, où les 5 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale disposent chacun d'un droit de veto. Je veux dire, dans ce sens, ils se sont assurés de s'exclure eux-mêmes de ce processus, ou de s'en protéger. Mais en même temps, la CIJ, comme vous le dites, est une manière plus équitable de procéder. Aussi parce que les 15 juges, ou 17 en cas de différends réels, viennent de tous horizons, de toutes juridictions différentes. Et en fait, les pays ont tendance à nommer de véritables experts à ces postes. Nous l'avons vu avec l'affaire de génocide, où même le juge américain, lors des décisions préliminaires, a en réalité voté en faveur de la motion, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait cette question. Est-ce que les juges voteraient selon les préférences de leurs États? Et nous avons constaté à maintes reprises qu'ils ne le font généralement pas. Ils ont tendance à statuer correctement sur le fond de l'affaire. Mais cela soulève, selon moi, la question de la manière dont nous utilisons les décisions de la CIJ, car ces décisions ont alors force de loi internationale et deviennent elles-mêmes une partie du corpus du droit international. Et ma question pour vous serait la suivante. Comment pourrions-nous alors utiliser cela dans un contexte national? Si un cabinet d'avocats, comme le vôtre, disait « d'accord au Canada », ou plutôt « oublions le Canada à cause de cette loi stupide avec le procureur général ». Mais prenons l'exemple de l'Europe, l'Espagne. Donc, comment un cabinet d'avocats espagnol pourrait-il dire « d'accord, nous allons maintenant utiliser cela » et essayer de poursuivre des personnes de l'administration Biden, de l'administration Trump, de l'administration Netanyahou? Est-ce que cela serait envisageable? Oui, absolument. C'est exactement ce que nous faisons dans notre action contre le gouvernement canadien. Devant un tribunal canadien, nous invoquons plusieurs instruments, des instruments juridiques et des décisions judiciaires. Mais l'un d'eux, qui est au cœur de notre argumentation, est la décision de la Cour internationale de justice de janvier 2024. Je dois dire un mot à propos de l'article 1 de la Convention sur le génocide, qui consacre le devoir de prévenir et de punir le génocide. Selon la jurisprudence relative à la Convention sur le génocide, cette obligation de prendre des mesures positives pour prévenir le génocide est déclenchée non pas lorsqu'il est démontré qu'un génocide est en train de se produire, mais plutôt lorsqu'il est démontré qu'il existe un risque matériel que le génocide soit en train de se produire ou puisse se produire de manière imminente. Ainsi, dans notre cas, nous soutenons que la décision de la Cour internationale de justice règle cette question. Il a désormais été décidé par la plus haute juridiction du système des Nations Unies qu'il est plausible qu'Israël commette un génocide.
En d'autres termes, il existe un risque réel qu'un génocide soit en train d'être commis, ce qui a déclenché l'obligation du gouvernement canadien de prendre des mesures concrètes pour prévenir le génocide. Et bien sûr, il n'a rien fait. Il n'a pris aucune mesure significative pour prévenir le génocide. Il continue d'envoyer des armes à Israël. Il continue d'acheter des armes à Israël. Il continue d'accorder des avantages commerciaux à Israël dans le cadre de l'accord de libre-échange Canada-Israël. Il continue d'accorder le statut d'organisme de bienfaisance à des organisations au Canada qui transfèrent de l'argent à Israël, y compris à l'armée israélienne. Il permet à des citoyens canadiens de servir dans l'armée israélienne. Alors que dans le cas de l'Ukraine, le gouvernement avait averti les Canadiens d'origine russe que s'ils combattaient du côté de la Russie, ils seraient poursuivis. Dans ce cas-ci, il n'a rien fait. Ils n'ont même pas émis d'avertissement. Le Canada a donc complètement et totalement déshonoré, manqué de respect et bafoué son obligation en vertu de l'article 1 de la Convention sur le génocide, et ce, malgré la décision de la Cour internationale de justice. C'est donc un argument que le gouvernement aura, je pense, beaucoup de mal à surmonter, ce qui explique précisément pourquoi il essaye de mettre fin prématurément à l'affaire, en important au Canada cette doctrine néfaste, la doctrine de la question politique, qui a fait échouer un litige comparable aux États-Unis l'an dernier. C'est très décourageant. Je pense d'ailleurs qu'ils vont échouer. Je crois que les chances sont contre eux à cause de cette doctrine. La doctrine était, je déteste l'appeler ainsi, car ce n'est pas vraiment une doctrine, mais elle était assez bien établie dans le droit américain. Ici, il y a très peu, voire aucune, jurisprudence soutenant le principe invoqué par le procureur général du Canada dans notre affaire. Cependant, je devrais également mentionner que très récemment, au cours de la semaine dernière, quelque chose de très similaire à ce qui s'est passé aux États-Unis s'est produit au Royaume-Uni. Une affaire a été portée devant la plus haute cour du Royaume-Uni, alléguant que le gouvernement Starmer violait le droit international en autorisant la livraison à Israël de pièces essentielles pour les F-35. Et la haute cour britannique a essentiellement pris la même décision que la cour aux États-Unis. Oh, c'est une question politique, et nous ne pouvons tout simplement pas nous en mêler. C'est trop complexe. Cela concerne la sécurité nationale. Et ainsi de suite. Et même s'il était absolument évident qu'Israël commet un génocide et qu'il viole de nombreux autres instruments internationaux en utilisant constamment ses F-35 pour pulvériser la population civile de Gaza, la Cour a simplement levé les bras et déclaré « Non, nous ne pouvons pas nous impliquer dans cette affaire ». Je n'en ai pas entendu parler. Est-ce une nouvelle manière pour les gouvernements d'exercer des pressions sur leur système judiciaire afin qu'ils n'examinent aucune question de droit international? C'est même pas de la pression, Pascal. Les juges ne veulent pas s'en mêler. L'idée que ce soit une doctrine, je veux dire une doctrine n'est rien d'autre qu'une idée inventée par quelques personnes puis répétée sans cesse par d'autres. C'est tout ce qu'est une doctrine. Oui, c'est ainsi que l'on légitime la lâcheté judiciaire. On appelle ça une doctrine. Mais en réalité, ce n'est rien d'autre que ça. Je ne pense même pas qu'ils aient eu besoin de faire pression sur les juges pour qu'ils ne s'impliquent pas. Si cela prend racine, je veux dire, n'importe quel juge pourrait demain commencer à dire « Oh, j'ai une doctrine du thé sur ma table qui dit que je dois faire ceci ou ne pas faire cela. » Dans ce cas, les juges pourraient simplement inventer de nouvelles doctrines au fur et à mesure pour justifier des raisonnements étranges. Je veux dire, cette doctrine n'est elle-même fondée sur aucune forme de jurisprudence, n'est-ce pas?
Bienvenue dans le monde réel. Nous parlons ici d'un exemple assez extrême d'un phénomène qui existe depuis la fondation de nos pays. Nous n'avons pas vraiment de système de justice en Occident. Ce que nous avons, ce sont des systèmes de contrôle politique et de manipulation. Pour vous donner un exemple simple de la façon dont le système judiciaire est biaisé dans notre pays, la plupart des Canadiens ne peuvent pas se permettre d'engager un avocat. Les avocats sont trop chers. Alors que les grands plaideurs corporatifs, et vous savez, c'est vrai, je pense, dans pratiquement tous les grands pays occidentaux, les grandes entreprises et les personnes très fortunées peuvent employer une armée de conseillers juridiques hautement compétents pour les représenter devant les tribunaux. Et le système juridique est tellement complexe que si vous devez vous y retrouver en tant que simple citoyen sans bénéficier de l'assistance d'un avocat, alors la justice n'est qu'un mirage. C'est un mirage. Si votre adversaire est une grande entreprise et qu'elle peut se permettre de payer $2000 de l'heure, c'est ce que les entreprises paient aujourd'hui aux États-Unis. Vous savez, pour les meilleurs avocats, $3000 de l'heure. Aucun citoyen ne peut se permettre cela. Aucun citoyen ordinaire ne peut payer de tels honoraires. On voit donc de plus en plus de personnes se présenter devant les tribunaux au Canada, et c'est aussi vrai aux États-Unis, sans être représentées. Et ils se retrouvent face à des plaignants d'entreprises qui ont, vous savez, les avocats les plus compétents que l'argent puisse acheter. Vous pensez vraiment que vous allez obtenir justice dans cette situation? Aucune chance. Aucune chance. Donc il faut vraiment que nous ouvrions les yeux sur la réalité du fonctionnement de notre soi-disant système judiciaire à travers l'Occident. Ces organisations sont là pour renforcer et perpétuer le pouvoir des élites. N'est-ce pas? Elles ont toujours été là pour ça. Et cela se manifeste chaque jour, 24 heures sur 24, dans chaque tribunal de chaque pays occidental. On n'en parle tout simplement pas. Jésus-Christ, cette discussion est encore plus déprimante que ce à quoi je m'attendais. Mais attends une seconde. D'accord. Si nous devons résoudre le problème au niveau politique, alors faisons-le au niveau politique. Mais quelle serait la meilleure façon d'y parvenir? Je veux dire, par exemple, une autre voie pour créer une forme de, pas de contentieux, mais d'arbitrage en droit international. C'est l'arbitrage. Et l'arbitrage n'est généralement pas utilisé pour les questions de droits de l'homme, etc. Mais c'est, à mon avis, l'un des instruments qui se développe actuellement, surtout dans le domaine des entreprises. Et on voit de plus en plus de traités internationaux qui incluent des clauses d'arbitrage. L'arbitrage a beaucoup de pouvoir grâce au traité de Washington, qui rend ensuite ces décisions des tribunaux arbitraux exécutoires dans tous les États membres. Y a-t-il une chance qu'avec davantage de clauses d'arbitrage dans les traités, on puisse créer un système plus fonctionnel, y compris sur le plan des droits de l'homme? Eh bien, il est difficile de répondre à cette question de manière abstraite. J'aurais besoin de savoir de quel traité particulier il s'agit, de quel mécanisme d'arbitrage précis vous parlez, et quelle est la nature de la réclamation en question. Je dirais ceci. De manière générale, en tant qu'avocat ayant passé la majeure partie de sa carrière à représenter des individus et des militants des droits de l'homme, qui s'opposent à des groupes puissants, j'évite le système arbitral comme la peste. J'ai moins de chances d'obtenir justice pour mes clients là-bas que devant un tribunal canadien. Et il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que ces arbitrages ont tendance à ne pas être publics, et l'absence de contrôle public augmente la probabilité que le décideur se livre à des manœuvres douteuses. Ce que j'apprécie dans les systèmes judiciaires canadiens et américains, c'est que les audiences sont presque toujours publiques. Ce contrôle public impose une certaine discipline aux tribunaux,
alors que dans le système arbitral, il n'y a souvent aucun contrôle public. Un deuxième problème est que beaucoup de ces arbitres sont plus biaisés que les juges que l'on trouve dans les tribunaux de pays comme le Canada. Par exemple, dans le contexte du libre-échange, les arbitres choisis pour trancher ces différends sont généralement des avocats très bien rémunérés, spécialisés en droit commercial, et leurs clients sont souvent de grandes entreprises et des gouvernements. Ils ont un parti pris idéologique très marqué en faveur du libre-échange, qui n'est pas vraiment du libre-échange. Et cela, vous savez, se manifeste dans la façon dont ils tranchent les différends qui leur sont soumis. Donc, je n'ai vraiment aucune confiance dans la plupart des systèmes d'arbitrage à cause du manque de transparence et des biais idéologiques des juges. De plus, il y a souvent des droits de communication de pièces beaucoup plus restreints. Vous savez, notre capacité en tant que partie à obtenir des preuves pertinentes en possession de notre adversaire, qui ne sont pas publiques, mais nécessaires pour aider mon client à faire valoir sa demande. Il y a donc généralement une capacité très limitée pour les parties de faire cela en arbitrage. Il y a une capacité beaucoup plus large de le faire devant les tribunaux. Donc, de manière générale, j'essaie vraiment d'éviter l'arbitrage comme la peste. Merci pour cette évaluation. Peut-être une question de plus. Afin de poursuivre ces litiges également au niveau national sur des questions de droits humains internationaux, quel outil souhaiteriez-vous voir exister que nous n'avons pas? Parce que ces litiges sont très détaillés, ils sont très difficiles à mener, et ils dépendent, je veux dire, vous devez y consacrer énormément d'heures de travail. Si nous avions un système de partage d'informations, un système informatique ou un système d'IA qui permettent le partage entre différentes juridictions, notamment non seulement des informations, mais aussi la possibilité de les comparer d'une manière systématique. Est-ce que cela serait utile? Ou quel type de système souhaiteriez-vous voir exister pour faciliter cette lutte juridique nationale et la rendre plus compatible entre les différents acteurs? Eh bien, le principal obstacle de loin au Canada à la poursuite des criminels de guerre est la disposition de notre législation sur les crimes de guerre qui exige le consentement du procureur général. Si cette disposition était supprimée de notre législation, je soupçonne qu'elle existe dans de nombreux autres pays membres de la Cour pénale internationale. Ils ont une disposition très similaire, conçue essentiellement pour protéger les criminels de guerre occidentaux. Si nous nous en débarrassions, et si les citoyens privés étaient autorisés à engager des poursuites. Donc, nous ne comptions pas sur le pouvoir discrétionnaire des procureurs pour poursuivre ces personnes. Nous, en tant que simples citoyens, pouvions les poursuivre nous-mêmes. Oh là là, ce serait un véritable bouleversement. Même le système judiciaire, malgré toutes ses imperfections, deviendrait un outil extrêmement puissant pour obtenir justice. Car il existe tellement de cas flagrants et terribles où aucun juge ayant ne serait-ce qu'un minimum de conscience, s'il a le pouvoir d'agir, ne pourrait faire autrement que de condamner l'accusé. Un exemple évident est le génocide en cours à Gaza. Donc pour moi, si je pouvais faire une chose, si je pouvais agiter une baguette magique et faire une chose au Canada, ce serait d'éliminer cette disposition qui exige le consentement du procureur général et d'autoriser les citoyens privés à engager des poursuites fondées sur la compétence universelle contre les criminels de guerre. Nous pourrions vraiment accomplir tellement de choses dans ce cas, mais cela nécessiterait une modification de la législation. Et pour que cela se produise, il faut écarter du pouvoir les élites politiques qui contrôlent ce pays depuis toute la période d'après-guerre et les remplacer par des personnes qui se soucient réellement du droit international et des droits humains. Vous savez, tout commence malheureusement par là.
Oui, mais c'est une bonne réponse. Et une question pour tout le monde qui écoute, ou pour ceux qui écoutent encore après 50 minutes. Connaissez-vous un pays qui fait cela? Parce que s'il y a des pays qui le font, et je ne m'adresse pas seulement à toi, Dimitri, mais à tous ceux qui écoutent, contactez-nous, car il serait intéressant de comparer ces cas et de voir ce qui peut se passer dans de tels endroits. Encore une fois, je pense que l'Espagne pourrait avoir cela, mais je n'en suis pas totalement sûr. J'ai lu des articles au fil des ans indiquant que l'Espagne dispose d'un système très étendu de compétences universelles pour les affaires de crimes de guerre, mais je peux me tromper. Nous devons comparer cela, parce que cela doit être corrigé. Je veux dire, si ce ne sont que ces deux textes de loi, cela peut être corrigé. Ça prendra quelques décennies, mais ça pourrait être amélioré. Dimitri, merci beaucoup. Tu as vraiment répondu à beaucoup de mes questions. Tu as un esprit analytique très brillant. Les personnes qui souhaitent voir plus de ton travail devraient bien sûr aller sur ta chaîne, et je mettrai le lien dans la description. Désolé, quel est le titre? Reason to Resist. Reason to Resist. C'est le chiffre 2 au milieu, pas D-E-U-X, mais le chiffre 2. Donc c'est R2R, pas R2P, R2R, raison de résister. Et y a-t-il un autre endroit où vous publiez votre travail? Je suis sur Substack. Je suis présent sur tous les réseaux sociaux. J'y passe beaucoup trop de temps. Mais vous pouvez aussi trouver Reason to Resist sur Substack. D'accord, je mettrai tous ces liens dans la description ci-dessous. Dimitri Lascaris, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci Pascal, ce fut un grand plaisir. Prends soin de toi.